Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble comme chaque jour de 17h à 20h et 19h avec nos éditorialistes du jour. Vous pouvez bien entendu, l'antenne est ouverte, 0826 300 300. Aude vous attend et elle vous fera passer bien entendu à l'antenne. Vous savez qu'on peut tous dire ici, alors bien sûr avec modération quand même, n'exagérons pas. Au sommaire de cette émission, allez c'est parti. Tout dire sauf l'essentiel, comme dirait Oscar Wilde. C'est ça. Allez, au sommaire de cette émission, le Conseil constitutionnel est-il indépendant? Le Conseil constitutionnel concentre tous les regards alors qu'il doit décider vendredi du sort de la réforme des retraites. 9 sages, parmi eux des anciens ministres, des secrétaires généraux, des sénateurs nommés par le président de la République et les 2 présidents des chambres parlementaires. Des membres sont pointés du doigt pour leur manque parfois d'impartialité, Philippe. Oui, certains se posent même la question, n'y a-t-il pas trop d'hommes politiques ou d'anciens politiques? Il y a 2 anciens premiers ministres notamment parmi les sages. Alors vous, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel réagit, on va dire, en droit ou réagit politiquement? Est-ce que vous pensez qu'il est indépendant ou est-ce que vous pensez qu'il ne l'est pas? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Le Conseil constitutionnel est-il indépendant? Vous dites non, 96%. À 18h30, pour débloquer la situation, faudrait-il un RIP, un remaniement ou une dissolution? Pour l'instant, c'est plutôt la dissolution à 71% et le RIP à 28%. La séquence des retraites continue de laisser des traces. Selon le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 73% des Français souhaitent pour les prochaines semaines la mise en place d'un référendum d'initiative partagée. Les Français aspirent au changement, visiblement, Philippe. Oui, et on peut même dire que les Français sont largement ouverts à d'autres changements. 69% souhaitent un large remaniement. Alors quand on dit large remaniement, on change de Premier ministre, mais on change aussi toutes les pointures. Et 61% souhaitent retourner aux urnes pour de nouvelles législatives. Alors vous, qu'est-ce que vous voyez pour sortir de la crise de la réforme des retraites? Un RIP, le référendum d'initiative partagée, une dissolution, un large remaniement, dans tous les cas de figure. Et même si vous avez une 4e ou une 5e idée, un seul numéro, le 0826 300 300. Je crois qu'on va en Même si c'est Philippe David, la 4e solution. Ah non, moi je prends que l'Élysée. Voilà. Dieu nous en préserve. Je vous nomme ministre, Françoise. Ah Oh, oui, quelle bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. Ministre, porte-parole, vous allez voir. Bienvenue dans Les Vraies Voix, les amis. Les vraies voix Sud Radio. Et vous les avez entendus, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe Bilger? Très bien. Voilà, très bien. C'est un jeudi. Et heureusement, tout à l'heure, Patrick Roger est entré dans le bureau, il m'a réveillé. Sinon, je risquais d'être... Mais non, vous faisiez une petite sieste? Mais vous avez bien raison. J'ai eu un petit coup de barre. Ah, un petit coup de barre. Est-ce que vous avez mangé un peu de chocolat ou quelque chose? Non, mais un petit coup de barre. Voilà, de fatigue. Ça arrive. Voilà, écoutez. Concentration, peut-être. Ah oui, très bien, très bien. Il en faut pour le niveau intellectuel de cette émission. Je vous rappelle quand même que les médecins conseillent ardemment la petite sieste. La micro-sieste de 20 minutes, c'est Absolument. fermé. Ça reste, vous restez dans le sommeil léger. J'y arrive au mauvais moment. Jamais après le repas. Oui. Et donc, quand il s'agit du moment le plus important de la journée, il faut parfois... Mais uniquement après 50 ans, donc je ne suis pas concerné, je suis désolé. Oh là là, ça va. Les propos fielleux pour commencer. Il a raison, en fait. Désagréable. Il est à peine arrivé, il est déjà désagréable. Sébastien Ménard est avec nous. Ça va, Sébastien Ménard? Bonsoir, Sébastien. Sébastien Ménard, président de l'élan béarnais Paula Cortez et entrepreneur dans la food tech. Et Paula Cortez n'est pas le nom d'une actrice porno chilienne. C'est Paula Cortez. Je disais ça. Je dis ça, je dis rien. Paula Cortez et pas Paula Cortez. Tu vois Paula Cortez, tu vas voir. Je sais pas ce qu'on préférait. Franchement, Françoise de Goua, vous venez de nous donner une image. Ça y est, ça va nous C'est pas si mal. Toute l'émission. Salut. C'est pas si mal. Je vais bien, merci. Ça y est, vous avez trouvé votre ambassadrice, Sébastien Ménard. Et pour nous accompagner durant cette émission, Simon de Perpignan est avec nous. Bonsoir Simon. Ah non, c'est Fabrice d'Oloron. Ouh là là, Oloron, à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Fabrice.
Oui, bonsoir Philippe. Oui. Bonsoir Fabrice. Oloron, quelle belle ville. Ah super, Sainte-Marie. j'adore Oloron, Sainte-Marie. Oloron, Sainte-Marie. Avec plein de Pyrénéens, là, je suis bien. Et oui, je fais un peu de pub, c'est là que sont fabriqués les chocolats, les Pyrénéens. Bravo, et les bérets. Et les bérets, Et les absolument. bérets, d'accord. De toute ok. façon, On peut vous laisser, sans problème. Eh bien, j'adore Oloron. Ma famille avait une maison à Oloron, j'adore. Mais je suis une migourdane quand même jusqu'au bout de la nuit, quand même. Mais on vous accepte quand même. Oui, les mais moi Ligourdans. aussi, je vous accepte quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va voir dans quel sens ça se fait. Vous vous préparez, alors on va dire une chose, ce ne sera pas un Kikadi ce soir. Cécile, on dit ce que ça va être. Ouais. Ça va être un quiz musical puisque c'est l'anniversaire d'un immense compositeur. J'adore. Voilà. Beethoven? Non. Non, ça c'est Plus sûr récent, que... C'est sûr que Beaucoup pour- plus récent. Un peu plus contemporain. Beaucoup j'ai envie de plus dire. contemporain. Un On vous le immense dit Oui. Vladimir Cosma. Et on va vous faire un quiz musical, Vladimir Cosma. mais- Bon, ouais, vu ça, l'air c'est- dégoûté de Françoise de Ouais, Bois, moi, jouez c'est contre pareil. elle, vous allez gagner. Joue contre moi, mon pays. Vas-y, parce que alors là, Vladimir Salut, Cosma, il y en a René marre. Il y en a marre, ouais. franchement. On aime que les Kikadi, nous. Bah oui, bah Qu'est-ce que c'est vous avez à bon. changer de nos habitudes? Non, mais Je on pensais regarde que même vous alliez Fabrice. me proposer à bas ou un truc comme vous ça. pouvez pas arrêter de râler. Voilà. Mais non, mais c'est pas ça, mais C'est on la s'en déléguée fiche. syndicale. Mais on s'en C'est fiche, incroyable. Vladimir Non, mais là, Cosma. elle est soutenue. Excusez-moi, je Elle suis est soutenu. soutenue. Là, il y a un front syndical, c'est Voilà. la réforme des retraites, c'est là. Ah, Là, tout de ah, suite vous êtes dans le deux, vous bureau. êtes dans un syndicat, Bah, vous je- êtes deux là. Je Ah ouais, compte finir d'accord. par gagner, moi. Et le syndicat des patrons, il est du côté des Il est avec nous, syndicats il est avec des- nous, il est avec nous. Enfin, Il a intérêt, de toute façon. C'est atteint par le syndrome Je suis en de même temps, moi, Stockholm. je suis en même temps. En tout cas, Fabrice, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Allez tout de Vladimir suite, Cosma. le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Monsieur le procureur veut requérir contre un président qui propose de la concorde quand il croit avoir gagné et que 47% des Français veulent que ça s'arrête avec le Conseil constitutionnel. Oui, j'ai été frappé hier soir. Je revenais chez moi et quand j'ai entendu l'un des préférés de Françoise, dont j'ai oublié le nom, vous aviez dit qui vous beaucoup parlez bien de la CGC là. Ah oui, Omric. Omric. Omric est Et je l'ai formidable. entendu et Omril. j'ai su Omril, donc Omril. que Emmanuel Il Macron est homérique. avait proposé la concorde de la paix pour discuter après l'avis du Conseil constitutionnel de ce qu'on pourrait faire avec les syndicats. Et ce qui m'a frappé, il y a quelque chose de jésuitique tout de même dans la démarche de ce président qui propose des sentiments bienveillants, de la concorde, de la paix, mais quand ils ne sont plus réellement nécessaires. Ils étaient peut-être utiles avant, il n'est jamais inutile de faire preuve de concorde, mais quand ça arrive après, ça apparaît presque comme un coup soyeux de l'âne. Je veux dire, quelle importance ça a là maintenant de proposer de la concorde alors que probablement il estime que le Conseil constitutionnel va lui donner raison. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Donc je n'aime pas ce type de caractère un petit peu jésuitique. Ce que j'aime, c'est l'euphémisme. Sauf Moi, Françoise. jésuitique, j'avais utilisé cet adjectif et vous aviez souri. Donc je C'est vois. vrai. Oui, parce que Et il j'avais est tout à été fait. d'accord avec Oui, vous, il est quand tout à fait jésuitique. C'est même totalement pervers. Moi, je vais plus c'est la perversion politique en réalité. Et j'ai bien aimé la réaction de Sophie Binet. Tout le monde se récrie. Elle a dit j'ai eu envie de faire lol quand j'ai entendu cette proposition. Je pense qu'elle résume bien ce que les gens ressentent. Arrête de te ficher de nous. Arrête de te ficher de notre figure. En réalité, il y a encore comme ça ce côté chez Emmanuel Macron de toujours se moquer du monde. Il n'a pas pu s'en empêcher lors du discours de clôture de son voyage officiel aux Pays-Bas. Il a recommencé. Les Français s'imaginent que ça change nulle part ailleurs, mais seulement en France. Il peut pas s'en empêcher. Et ça, je le mets dans le même sac. C'est-à-dire une forme d'arrogance jésuitique et perverse. Ce qui Sébastien m'inquiète, Ménard. c'est qu'il a l'air sûr de lui. Pour Oui, moi. mais avez parce du que la boulot, décision est prise. du- Oui, du je pain sur la rame, là, je planche. commence à ramer dans ma Ouais, tête. allez-y. Et je vais ramer. Allez, c'est parti. Non, mais en fait, vous êtes tellement prévisible, Françoise. Vous ne pouvez pas démarrer une émission un peu comme Emmanuel Macron sans dire du mal d'Emmanuel Macron. Non, c'est pas vrai. C'est de ma Donc, faute. C'est ça. faux. C'est pas- En l'occurrence, pourquoi vous m'attaquez moi? C'est Bilger. C'est pas moi, c'est Bilger. C'est Non, Bilger qui a non, commencé. parce que- Moi, je m'en oui, fous de parler absolument. d'Emmanuel Mais Macron. moi, il m'arrive d'être nuancé. Pour être Ah bon de moins en moins. Ah ouais. De moins en moins. En tout cas, de Et plus en alors plus à charge, monsieur le procureur. Bah, c'est normal. Voilà. hein. Non, je dirais simplement qu'il est jamais trop tard. Enfin, me semble-t-il, il est jamais trop tard pour tenter de bien faire. N'importe quoi. Il est jamais trop tard pour bien Ouais. faire. Non, mais tu C'est- crois pas une minute ce que tu es en train de dire là. Ah mais je suis Si. On dirait moi quand je défendais Hollande. Je défendais. Écoute,
Je défendais l'indéfendable. J'étais là, tout le monde me regardait en se foutant de moi. Et je disais, mais si, j'y crois. Pinocchio, là, t'es en train de crever les yeux à Bill James. Avec ton nez. Ce que je vous propose, Sébastien Ménard, c'est qu'on parte en pub. Oui, hein. vous allez régler les comptes pendant. Vous cherchez des arguments et on revient dans un instant. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix avec nos râleurs du jour. Oh, il râle aujourd'hui, mais on les adore, on adore. Vous savez que je leur ai trouvé des surnoms, les Gaulois réfractaires. C'est nous, bien sûr. Le village gaulois, c'est nous. Et alors C'est Et ça, alors, on a le droit. c'est On a le droit. Alors, Et vous donnez je le me rôle de souviens- qui vous voulez à qui Mais vous voulez. on s'en En tout fiche. cas, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, Sébastien Ménard est avec nous. J'espère que vous avez. On parlait des arguments vis-à-vis de Macron pour défendre Emmanuel Macron tout à l'heure. J'espère que vous allez en trouver, parce qu'il vous reste quand même 2 heures Il te reste d'émission. 4 ans surtout, tu vois. À ce rythme-là, mon gars, tu viens finir la peau et les os. Moi, je dis ça, je dis rien. Imaginons un miracle, François. On ne Oui, sait pas. oui, non, mais ça, je sais, vous y croyez. Ouais. Là, vous croyez au miracle. Non, il n'y en aura pas cette fois-ci. Il n'y aura pas de pirouette, de grands débats, blablabla. Non. Soyez une bonne chrétienne. Il y a toujours des miracles. Oui, bien Il y sûr. a c'est possible. Hein. Allez, Il tout de faudrait suite. surtout pas le sous-estimer. Non, on ne le sous-estime pas. Hein. On Allez, on y sous-estime va. pas Félix sa capacité Mathieu de nuisance, c'est Et sûr. là, allez-y, mon petit chat. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Et ces 3 mots sont retraite, cette sécheresse et Jupiter. Manifestation interdite aux abords du Conseil constitutionnel. Les sages doivent rendre leur décision demain sur la réforme des retraites après cette 12e journée de mobilisation. Un risque élevé de sécheresse cet été en France. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux trop bas malgré les pluies du mois de mars. Et puis le départ vers Jupiter et ses lunes reporté de 24 heures à cause des conditions météo. La sonde européenne JUICE devrait finalement s'élancer demain en début d'après-midi. Les vraies voix Sud Radio. Ils étaient 70 000 manifestants à Toulouse selon les syndicats, mais la police en a comptabilisé 8 fois moins 9 000. Écart d'estimation encore plus important à Marseille, 130 000 personnes selon les syndicats, 6 500 selon la police. Et un écart de 1 à 20 tout de même. Dans la capitale, la CGT revendique 400 000 manifestants cet après-midi, comme la semaine dernière. La préfecture de police de Paris vient d'interdire les manifestations près du Conseil constitutionnel ce soir, à la veille de sa décision sur la réforme des retraites. En tout cas, dans le cortège toulousain, Jérôme Manami, cheminot, élu régional communiste, estime qu'il faut tout remettre à plat, quelle que soit la décision des sages demain. Là, si on ne veut pas mettre le pays par terre, je pense que réellement, si on croit vraiment à la démocratie, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, à un moment, il faut entendre la colère profonde. Là, il y a encore un paquet de monde, quoi. On n'est pas 10 à défiler dans la rue aujourd'hui. Hein. Mais là, c'est retrait de la réforme et on repose les choses sur la table. Hein. La question qu'elle est posée, c'est quelle société on veut pour vivre tous ensemble. Hein. Et ce qui est mis à mal aujourd'hui, c'est la démocratie, elle sert à apaiser les choses, les relations entre les gens pour permettre de se vivre ensemble. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement nier l'existence de cette démocratie, qu'elle soit politique ou qu'elle soit sociale. Des propos recueillis par Christine Bouillot à Toulouse pour Sud Radio. Des échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes ont émaillé les cortèges à Rennes, ou à Nantes ou à Paris. Au moins 25 interpellations du côté de la capitale. Pour ce qui est des fonctionnaires, le taux de grévistes marque un repli. 3,8% dans la fonction publique d'État, 2% dans les collectivités territoriales, un peu plus de 4% à l'hôpital. Réaction rapide. J'espère, on surestime tout de même l'incidence sur le Conseil constitutionnel. J'espère que ces sages ne sont pas à la merci de la moindre manifestation. Enfin bon. On en parlera dans quelques minutes. Oui, oui. Ça reste quand même des niveaux, encore une fois, très élevés. Hein. Je le redis, on est au 12e jour. Il y a une partie de la France qui est en vacances scolaires. Donc ça explique aussi le faible taux de grévistes dans l'éducation nationale. C'est vous dire, quand on voit le niveau sacrificiel que signifie une grève, 12 jours, 12e jour, c'est quand lourd même... financièrement. C'est très lourd et c'est dire la détermination des gens. Un mot, Sébastien Oui, Ménard. puis il y a aussi, je le reconnais d'ailleurs, hein, moi qui soutient la refonte du système de retraite sans nécessairement soutenir cette réforme. Oui, il faut juste constater qu'il y a de moins en moins de gens dans la rue, mais en tout cas dans l'opinion publique, il y a toujours autant, si ce n'est plus de gens qui soutiennent le mouvement. Je dis il y a de moins en moins de gens, mais c'est des très gros volumes. Hein. C'est quand même des volumes jamais atteints, même si c'est beaucoup moins, par exemple, que le pic. En tout le cas, on 19 peut que mars. saluer le courage de ceux qui Oui, vont bien sûr, et qui risquent effectivement pas mal de choses. Ouais. Venons-en à ce risque avéré de sécheresse cet été pour plusieurs régions en France. Oui,
Les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à réalimenter suffisamment les nappes phréatiques en France. Avertissement du Bureau de recherche géologique et minière cet après-midi. 75% de ces nappes phréatiques restent à des niveaux bas, voire très bas. C'était 80% des nappes en souffrance il y a un mois avant ces pluies du mois de mars. Résultat, un risque avéré de sécheresse estivale demeure selon les scientifiques du BRGM. Reste un mince espoir que les pluies printanières puissent encore permettre de réatteindre des niveaux corrects d'ici l'été, selon ces scientifiques. Et puis elle doit explorer les lunes de Jupiter, lancement reporté pour la sonde européenne. Félix. Oui, les conditions météo n'ont pas permis à JUICE de s'élancer comme prévu tout à l'heure depuis Kourou en Guyane française. En cause, un rouge météo, autrement dit un risque de foudre. Lancement sur Ariane 5 reporté de 24 heures à demain 14h14 en théorie heure métropolitaine. L'objectif de JUICE a de quoi faire rêver, explorer Jupiter et ses lunes glacées en quête d'environnement habitable pour des formes de vie extraterrestres. Alors le voyage est prévu pour durer 8 ans. Avec nous pour en parler, Olivier Sanguy. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous dans les Vraies Voix Sud Radio. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Alors il y avait du beau monde à la salle de contrôle, Philippe, le roi des Belges ou encore Thomas Pesquet. Mais finalement le risque de foudre a été plus fort. Ça aurait pu être fatal pour la fusée ? Ah oui, on imagine qu'un lanceur rempli d'hydrogène liquide n'aime pas être frappé par la foudre, donc on ne prend pas de risque, voilà, tout simplement. Merci de préciser, on a du mal un peu. Si vous voulez, c'est une petite blague. Zeus est souvent représenté comme le dieu des éclairs. C'est lui qui a eu le dernier mot aujourd'hui, mais bon, demain on retente, voilà. Et on saura à quelle heure demain si le décollage est possible ou pas cette fois ? Ça peut être jusqu'au dernier moment. La météo est surveillée jusqu'au dernier moment. D'abord, il y a un premier go météo au remplissage du lanceur. C'est-à-dire quand on le remplit d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide, on s'assure que les éclairs, s'il y en a, sont suffisamment loin. Et puis au fur et à mesure qu'on prépare le lanceur, on surveille toujours la météo. Il n'y a pas que les éclairs qui sont dangereux, les vents en altitude trop importants aussi. Donc on fait toujours attention. Un report coûte toujours moins cher qu'un gros problème. Pour qu'on comprenne bien, cher monsieur, la météo, vous la regardez jusqu'à quelle hauteur, enfin, quelle altitude, des milliers de kilomètres jusqu'à où en fait ? Non, pas des milliers de kilomètres, parce qu'à des milliers de kilomètres, il n'y a plus de vent, mais quelques kilomètres, dizaines de kilomètres. Il y a même des ballons sondes qui sont lâchés le matin. C'est très court. Ils sont lâchés le matin pour qu'on ait une bonne idée des vents en altitude. Alors, c'est pas nous, ce sont les gens, bien sûr, d'Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne qui font ça, parce que nous, à la Cité de l'Espace, on accueille du public pour leur expliquer. C'est pas nous qui faisons l'émission, on explique l'émission. J'ai une question, parce que pour remettre dans le contexte avec les mensurations et les unités de temps et de kilomètres complètement délirantes par rapport à notre petit cerveau humain. On est à combien d'années-lumière de Jupiter? Qu'est-ce qu'on va y faire? Comment on vit sur Jupiter? On sait que la surface de Mars est glacée. Quelles sont les caractéristiques de Jupiter? Alors Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. Elle est relativement proche, elle n'est pas à des années-lumière. C'est vrai, elle est à l'Élysée d'ailleurs. On n'est pas loin. Elle est très grande, elle est à environ 800 millions de kilomètres. J'adore comme ça, tranquillement, c'est pas très loin. Jupiter, c'est 11 fois le diamètre de la Terre, pour vous donner une idée de l'engin. C'est une planète géante gazeuse. On ne cherche pas l'habitabilité sur Jupiter, on la cherche sur 3 lunes glacées. Elles s'appellent comme ça parce qu'en fait, elles ont une croûte de glace, mais dessous, il y a très probablement un océan d'eau liquide. Magnifique. Et donc les scientifiques se disent peut-être que là, il y a la possibilité pour avoir du vivant. Voilà, c'est donc une des raisons pour lesquelles on envoie cette... Elles ont des noms, ces lunes glacées ? Oui, tout à fait. Les principales, celles qui ont été découvertes par l'Italien Galilée en 1610, c'est Io, Europe, Ganymède et Callisto. D'accord. Voilà. Et c'est Europe, Ganymède et Callisto qui sont les plus intéressantes en ce qui concerne l'habitabilité. Sébastien Ménard. Puisque ça a l'air de matcher avec Françoise de Gois, est-ce qu'il vous reste une place dans la fusée pour l'envoyer très loin? N'écoutez pas ces conneries. la même chose. Non, parce que Jupiter, ça l'excite tellement qu'il faut quand même l'envoyer, je pense. Alors, 8 ans de voyage. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure destination touristique. Non, mais c'est vous avez des chances de revenir mais une question. Non, c'est un aller simple. Désolé. On a parlé du décollage, il nous reste même pas une minute. 8 ans de voyage, quel carburant? Parce que il faut une quantité de carburant phénoménale. C'est quoi? C'est de l'uranium? C'est quoi le carburant pour naviguer dans l'espace pendant 8 ans? Ou c'est le solaire? Non, c'est du carburant classique, c'est de l'hydrazine. Alors c'est un produit très dangereux, mais dans une sonde on risque rien. En gros, il faut savoir que ça tourne pas en permanence. En fait, on donne
une grande impulsion, puis on tourne et on va utiliser, c'est l'astuce pour économiser du carburant, on va faire 3 survols de la Terre, 1 survol de Vénus et on va comme ça profiter de la gravité des planètes pour prendre de la vitesse et arriver vers Jupiter. Ouais, parce qu'il n'y a pas de station-service, on est d'accord. Et sur Le survol sans Vénus doit être sympa. Vénus et la Terre font office de station-service. Oui, c'est ça, on plaisante. la forme de vie. Non, mais regardez ce faux derge de Philippe Bilger. Qu'est-ce qu'il vient de susurrer? Le survol sur Vénus doit être sympa. Oui. Écoutez, non, mais ça nous fait rêver. Non, on blague, mais c'est extraordinaire. Olivier Sanguy. Merci à vous. Merci. Sur les lunes de Jupiter, du coup, concrètement, on espère trouver quoi comme forme de vie? Des bactéries? On espère que ce soit potentiellement habitable pour les humains? Vous avez un mini Philippe David, vous allez arriver, crac. Oui, alors, honnêtement, c'est de l'ordre de la bactérie, mais attention, cette sonde-là ne va pas dire s'il y a de la vie. Ce qu'elle cherche, c'est savoir s'il peut y avoir les conditions de la vie. L'étape de chercher la vie, ce sera pour une autre mission. Merci beaucoup Olivier Sanguy d'avoir été avec nous, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Moi, j'adore les avoir en ligne parce que ça me fascine. Je trouve ça fascinant. Merci beaucoup. Je me proposais un vol en duo avec vous pour 2 ans. Vous acceptez? Très clair. Oh non. Non, mais 2 ans après quoi tu repars? Tu fais du stop. J'en ai marre. Ne me faites pas de mal. Merci Félix Mathieu. On reste ensemble. Dans un instant, avec nos amis, on va revenir sur forcément le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est un Conseil constitutionnel indépendant? Parce qu'aujourd'hui, forcément, il est parfois un petit peu en ballottage, remis en question. Vous nous appelez 0826 300 300. On en parle avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous. À tout de suite. Vous avez eu raison de nous choisir sur Sud Radio. Les vraies voix, il se passe toujours quelque chose. Avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Sébastien Ménard. Il y a du rire, de la bonne humeur. On parle, on débat. 0826 300 300. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Conseil constitutionnel se prononce donc demain sur la conformité du texte sur la réforme des retraites. Ce que nous espérons, c'est que le cumul de toutes ces critiques amènera le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, à censurer tout ou partiellement ce texte. Mais c'est à lui d'en décider et nous respecterons sa décision. Le Conseil constitutionnel, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une institution composée de 9 membres, nommés pour 9 ans par 3 personnes seulement, le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Peut-on leur faire confiance? Voilà une question qui ne devrait jamais cesser de nous tarauder. Prisca Thévenot, confiance absolue. Alors je me permets d'être un peu peut-être dans la provocation, mais rien que poser la question est dangereux. Oui. Validation du texte, censure totale ou partielle, si beaucoup fondent de grands espoirs dans cette décision demain du Conseil constitutionnel pour contraindre le gouvernement à retirer sa réforme des retraites. D'autres, comme Marine Le Pen, s'inquiètent d'un manque d'impartialité des sages. Écoutez. En tout cas, il faut réfléchir peut-être à ce que les membres du Conseil constitutionnel soient véritablement totalement détachés, totalement indépendants dans leur nomination. Qu'ils ne soient pas tous nommés précisément par des organes qui sont des organes politiques. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et vous avez entendu Prisca Thévenot, ce type de remarque ne plaît pas à la majorité présidentielle. Et pour vous, est-ce que le Conseil constitutionnel prend des décisions en droit ou des décisions politiques, comme il est composé quasi exclusivement d'anciens politiques? Dans tous les cas de figure, pour réagir, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité ce soir, Jean-Michel Ducomte, bonsoir. Merci d'être en direct. Bonsoir. Sur Sud Radio, vous êtes politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. Philippe Bilger, très attendu. Alors, petite polémique sur le Conseil constitutionnel. Est-ce que finalement, il est indépendant, oui ou non? Alors, d'une part, je ne trouverais pas scandaleuse un jour une réflexion sur la composition du Conseil constitutionnel. C'est mon premier point. Le deuxième, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel actuel soit à ce point peu soucié de ses devoirs qu'il soit imprégné par une politisation totalement vulgaire et partisane. En revanche, là où je suis un peu inquiet, c'est que j'ai parfois l'impression, et j'espère que ce ne sera pas le cas demain, que d'une certaine manière, il reste au contraire dans une sorte de juridisme étroit qui lui interdit d'appréhender des phénomènes avec ce que j'appellerais le sens politique noble et élevé.
Mais peut-être que c'est un procès d'intention que je fais et que ça n'est pas la vérité. Françoise Degois. Je pense que la vérité est au milieu, c'est-à-dire que votre question, elle est assez binaire. Je pense qu'il juge sur le droit, mais il juge aussi politiquement, mais pas au sens de l'étiquette. Il ne s'agit pas de faire le concours des petits chevaux en disant tiens, lui a été nommé par Macron, donc il va être favorable. C'est pas comme ça, je pense que ça se joue, je suis même certaine. En revanche, que le Conseil constitutionnel fasse de la politique, c'est-à-dire tienne compte du contexte politique, tienne compte pas de la technique constitutionnelle uniquement, mais vraiment de l'esprit des institutions, et rende une décision sur cette base. Oui, vous avez des gens qui connaissent à l'intérieur du Conseil constitutionnel excellemment bien ce pays. Vous avez Jacqueline Gouraud, dont on parle assez peu, mais qui connaît ce pays. Vous avez Alain Juppé, vous avez Laurent Fabius. Ce sont des gens qui connaissent le cœur de la France. Et je crois, moi, que la décision qui va être rendue demain, tout le monde considère que c'est acquis, qu'ils vont valider dans l'ensemble la retraite. Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr parce que beaucoup de constitutionnalistes font valoir d'excellents arguments pour dire même que l'ensemble de la réforme doit être revu. Sébastien Ménard. Alors moi, j'ai envie de faire confiance en nos institutions. Et j'ai la faiblesse de croire que on a eu par le passé des personnalités politiques de premier rang, comme Jean-Louis Debré, comme Philippe Séguin. Oui, mais il faisait de la politique. Il emmerdait Sarkozy toute la sainte journée, Jean-Louis Debré. Ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché, pour moi en tout cas, d'être au-dessus. Oui. Je dirais. Pourtant pas brillant. Comment ? Il n'était pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça vous engage, oui, cher Philippe. Là, parlons vrai. Parlons vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je ne partage pas votre point. Je dis simplement qu'on peut tout à fait avoir eu une filiation politique forte, être quelque part la quintessence d'influences politiques partisanes diverses. Et à un moment donné, quand on est appelé à servir le pays autrement, on peut être au-dessus quelque part de cette soufflerie partisane et politicienne. Et tu ne crois pas qu'ils vont tenir compte du contexte ? Moi, je suis sûr que oui. On va en parler avec Jean-Michel Ducomte. Juste avant de commencer, est-ce qu'on est dans une situation totalement inédite ? Est-ce qu'on a déjà attendu à un moment donné une décision de façon qui a suscité autant d'interrogations, de spéculations et d'attentes dans l'histoire ? Oui. Elles sont rares les situations dans lesquelles le Conseil constitutionnel est attendu comme une sorte de messie juridique, mais il y a au moins une décision qui, me semble-t-il, dans son histoire, et alors qu'il avait une situation de dépendance beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, a quand même marqué pour lui une forme d'émancipation. C'est la décision du mois de juillet 1971 où il a déclaré inconstitutionnel la loi Marcellin qui remettait en cause le principe de la liberté d'association, notamment en introduisant un principe d'autorisation préalable. Donc on peut considérer que dans son histoire, il y a des moments, ils ne sont pas très nombreux, mais où il a fait preuve et de courage et par ailleurs de capacité inventive, puisque c'est à cette occasion qu'il a inventé la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dont il se sert assez fréquemment aujourd'hui. Sans être, on va pas vous demander de lire dans la boule de cristal, professeur, mais tout le monde considère acquis qu'il va rendre demain un jugement de Salomon, c'est-à-dire en gros à valider une grande partie de la loi de la réforme et dans le même temps donner crédit pour le lancement du référendum d'initiative partagée. Est-ce qu'on peut pas imaginer un coup de théâtre et un Conseil constitutionnel qui, sur la base de l'esprit des institutions et de la technique, rejetterait tout simplement cette réforme des retraites à cause notamment du cavalier législatif. Jean-Michel Ducomte. Il y a en clair trois possibilités qui lui sont offertes. La première est une possibilité qui tient à la lecture qu'il fera du choix du cavalier, du véhicule qui a été utilisé par le gouvernement. L'article 47.1 de la Constitution, loi modificative de financement de la sécurité sociale. Est-ce que le texte tel qu'il a été proposé, le moment où il a été proposé, justifie le recours à cette procédure ? Certains considèrent que c'est pas le cas. J'en fais partie d'ailleurs, et Dominique Rousseau aussi a eu l'occasion de publier dans Le Monde un article sur le sujet. Deuxièmement, on peut considérer, sur la base d'une jurisprudence du Conseil constitutionnel, que l'accumulation des restrictions au débat parlementaire, même si une partie du débat a été bloquée par les parlementaires eux-mêmes, conduit à considérer que la sincérité des débats n'a pas été complète.
Et troisièmement, il est évident qu'il y a quelques cavaliers législatifs dont on peut considérer qu'ils n'ont pas la place dans une loi qui est une loi de finances. Philippe Bilger, vous pensez, vous, que le Conseil constitutionnel va retoquer complètement ou partiellement ou pas du tout la loi? On vous attend au 0826 300 300. Monsieur le professeur, justement, l'analyse très limpide que vous venez de faire, est-ce qu'elle n'est pas précisément une analyse qui place dans le droit une analyse politique? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais le Conseil constitutionnel est deux choses en même temps. Il a d'abord été conçu comme étant le chien de garde du Parlement lorsqu'il a été introduit dans la Constitution, parce que la France n'avait pas l'habitude d'un contrôle de la constitutionnalité des lois. Et donc ça a été une innovation, mais qui était une innovation surtout destinée à contraindre le Parlement. Il s'est émancipé de cette vision des choses. En 1974, c'est ça? Entre autres, avec le mode de saisine, mais aussi en 2008, avec l'introduction des questions prioritaires les questions préalables de constitutionnalité qui permettent finalement de revenir sur des lois déjà votées. Il a acquis progressivement une aptitude à être un juge de la Constitution. Il a défini une jurisprudence constitutionnelle. Et donc, de ce point de vue-là, il est en permanence, en quelque sorte, écartelé entre le souci de rendre les services qu'on lui demande de rendre, parce qu'au départ c'était cela, et en même temps la volonté de continuer à construire une jurisprudence qui lui permette de se poser en institution à la fois digne, responsable et compétente. Jean-Michel Ducomte, une question et on ira au 0826 300 300. On reproche, pour certains, au Conseil constitutionnel d'avoir notamment nombre d'anciens ministres ou politiques. Par exemple, certains n'ont jamais fait de droit de leur vie pratiquement, alors que par exemple aux États-Unis à la Cour suprême, ce sont toujours d'éminents juristes qui sont nommés. Est-ce que c'est pas un reproche qui est audible pour vous ? Oui, bien sûr, mais vous savez que c'est quand même pas le Conseil constitutionnel et ses 9 membres qui assurent l'instruction des dossiers. Notamment depuis 2015. Il y a quantité de collaborateurs qui sont des auditeurs ou des maîtres des requêtes au Conseil d'État, l'institution voisine géographiquement du Conseil constitutionnel, qui participe à l'instruction des dossiers. Donc, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas... En clair, si on devait décortiquer le raisonnement du Conseil constitutionnel sur une loi particulière, on pourrait dire qu'il y a une première démarche qui est juridique et qui est essentiellement éclairée par la contribution que lui apportent des auditeurs, des maîtres de règles de Conseil d'État. Et en second lieu, il y a la décision elle-même, avec un rapport qui est établi sur la base des éléments qui ont été fournis, où incontestablement, le paramètre politique, à ce moment-là, renaît en quelque sorte. Mais parce que... Il y a toujours une base juridique. Mais l'inverse est vrai aux États-Unis. On parle de la Cour suprême, mais la Cour suprême n'est pas d'essence divine et pure. La Cour suprême des États-Unis fait de la politique et on le sait très bien. Et les nominations sont probablement encore plus éminemment politiques à la Cour suprême des États-Unis qu'en France. Et ils font eux aussi de la politique. Voilà. Allez, on part au 0826 300 300 avec Fabrice qui est avec nous. Fabrice, vous vouliez réagir ? Oui, par rapport à la question, est-ce que le Conseil constitutionnel est indépendant? J'ai envie de dire, c'est un peu, de par la façon dont il est nommé, c'est assez compliqué d'être indépendant. Ça c'est un premier point. Maintenant, il y a effectivement des gens qui sont politiques là-dedans. Et le Conseil constitutionnel, je crois que le grand service peut-être qui a été rendu à cet organe, c'est qu'on en a peut-être jamais autant entendu parler. Peut-être plein de gens, je ne vais pas dire qu'ils ne savaient pas que ça existait, mais enfin se demandaient à quoi ça consistait, qu'est-ce que c'était ce grand machin, etc. Dans le public. C'est vrai, vous avez raison, absolument. Moi, je suis d'accord. Voilà. Et donc ces gens-là, on ne peut pas empêcher que peut-être justement, ils vont vouloir montrer qu'ils existent et qu'ils servent vraiment à quelque chose. Et cet aspect-là peut avoir une incidence sur la décision de certains membres, je pense. Est-ce qu'on peut, moi je trouve que vous avez absolument raison. Les gens, il ne faut pas prendre les Français pour des andouilles. Et du coup, et vous avez raison, s'ils ne connaissent pas, ils s'informent. Il y a plein de gens qui ont, d'ailleurs, sur Google, le terme Conseil constitutionnel est en tête explose parce que les gens veulent comprendre, etc. Ils veulent s'emparer de ce qui est leur institution. Et moi, j'ai vraiment ce questionnement-là depuis quelques jours. Et si le Conseil constitutionnel
constitutionnel statuer en fonction de la concorde civile. Si le Conseil constitutionnel, et ça c'est une question que je pose peut-être à notre auditeur et à Jean-Michel Duconte. On va écouter Jean-Michel Duconte. Alors, il y a un premier élément qui me semble de nature à éclairer par anticipation la façon dont le Conseil constitutionnel va être amené à réfléchir. C'est les propos qu'a tenus son président il y a quelques jours, où il s'interrogeait déjà sur un certain nombre de questions, sans aller dans le détail, mais en disant, mais finalement, est-ce que on n'est pas en présence d'un débat un petit peu insincère devant le Parlement? Est-ce que certains cavaliers législatifs qui ont été introduits ne sont pas des parasites dans le cadre de la loi? Donc, il y a déjà un certain nombre de prises de position publiques du président qui laissent supposer que la question de l'inconstitutionnalité n'a pas complètement échappé au président de l'institution. Deuxièmement, alors ce sera un petit peu compliqué. Est-ce qu'il y a intérêt à la décision du Conseil constitutionnel? À peu près tout le monde, bien évidemment. Mais est-ce qu'une décision d'inconstitutionnalité serait nécessairement une catastrophe pour l'exécutif? Je pense que la question mérite d'être posée. C'est vrai, parce que ça veut dire qu'on repasse. Est-ce que c'est pas aussi une façon de sortir d'un piège à l'heure actuelle? Oui, on peut repartir en deuxième lecture au Parlement. Oui, mais ça serait alors, ayant travaillé comme Françoise dans les coulisses du pouvoir pendant de longues années, si après tant d'énergie, tant d'audace, tant d'engagement politique, on arrivait à quelque part à valider l'inconstitutionnalité du travail des parlementaires, pardonnez-moi monsieur le professeur, mais ça serait un camouflet sans précédent pour un exécutif sur une telle réforme. On ne peut pas imaginer que dans les couloirs des cabinets ministériels, ce que j'ai arpenté avec Françoise pendant des années, aussi bien au service de la séance à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec toutes ce qu'on appelait des crânes d'œufs, voilà, les traînes savates en paraffeur. On les appelle encore comme ça. Voilà, tu sais, si tous ces gens très bien payés, très bien formés, sont incapables de conseiller au mieux aujourd'hui l'exécutif de la 6e ou 7e puissance mondiale, on est quand même mal barré, les amis. Mais bien sûr, je suis d'accord avec Sébastien. Je trouve que la façon dont vous avez exprimé votre interrogation est intéressante. Merci, monsieur le professeur. Vous dites qu'il serait paradoxal que le Conseil constitutionnel vienne à invalider une loi votée par le Parlement, dans la mesure où cette invalidation porterait atteinte à la légitimité, à la crédibilité de l'exécutif. Mais elle n'a pas été votée. C'est bien là qu'est le problème. Mais elle n'a pas été votée. C'est bien là qu'est le problème. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'essentiel du travail normatif en France est le produit essentiellement de la volonté exécutive, et notamment de la volonté présidentielle. Et c'est un peu ça aussi qui aujourd'hui fait problème. C'est que le mode de fonctionnement de ce qui reste encore une démocratie, qui est le système de la Ve République, pose un véritable problème. Le Parlement n'y joue pas véritablement le rôle qui devrait être le sien. À mon sens, le gouvernement n'y remplit pas la fonction qui devrait être la sienne. Et il faudrait que le Conseil constitutionnel, finalement, également s'incline devant cette sorte de concentration présidentialiste du pouvoir entre les mains d'une seule personne et de son entourage. Mais pour éclairer, monsieur le professeur, nos auditeurs, il faut quand même dire que les fameux crânes d'œufs pour qui j'ai beaucoup d'affection, j'en suis moi-même, dans les cabinets ministériels, sont formés de la même manière. C'est-à-dire que celles et ceux qui aujourd'hui... Tout à fait, j'en viens aussi. Voilà. On en vient tous. Donc entre crânes d'œufs, on se comprend. Voilà, ceux qui aujourd'hui conseillent les fameux sages du Conseil constitutionnel sont les mêmes qui sont dans les arcanes du pouvoir, tant à l'Assemblée, au Sénat que dans les cabinets ministériels, jusqu'à l'Élysée. Avec un bémol très quand même que je mets, un bémol que je mets très court. Oui, bien sûr qu'ils conseillent, mais c'est là qu'on va voir toute la dimension politique au sens le plus noble du terme et pas politicienne en termes d'étiquette. C'est là qu'on va voir la dimension politique des sages du Conseil. Moi, je pense que on peut. C'est pour ça que notre question était assez cash de dire indépendance. Voilà. Non, mais moi je pense qu'ils sont vraiment. Ils sont indépendants. Moi, je pense qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes, et je pense surtout qu'ils ont à cœur la concorde civile. Et pour moi, demain, je pense que la décision peut être en faveur d'un retocage
presque complet de la réforme. Quand on disait indépendance, on disait pas indépendante de l'exécutif, on disait aussi indépendante de la rue, indépendante de... Voilà, de tout ça. C'est une indépendance totale. Je pense que le Conseil est conscient que toute la population française n'est pas contre la réforme des retraites. Mais il y a une opinion massivement, et le Conseil, des gens comme Alain Juppé, des gens comme Laurent Fabius, ont fait de la politique depuis des années, savent très bien quelle est la part d'amertume qui resterait avec une double délégation demain du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire merci beaucoup, professeur. Duconte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Michel Duconte, politologue et professeur en droit public à Sciences Po Toulouse. C'était très intéressant. Vous restez avec nous dans un instant. Il n'y a pas de Kikadi, mais il y a un autre jeu. C'est drôle, c'est drôle. Quiz. Mais oui, nous, on n'est pas contents. Eh ben, vous n'êtes pas contents. Partez en récréation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On lui met moins 2 points. N'importe quoi, toi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On ne vous cache pas que c'était aussi un peu la grogne à l'intérieur de cette émission. Oui, mais un vent de révolte souffle sur les alpages. Philippe Bilger est avec nous, François Des échanges de haut niveau lorsque l'émission s'arrête. Il n'y a pas de chocolat, pas de saucisson. Sébastien Ménard est avec nous. Quand je parle de la grogne, c'est que nous n'avons pas mis de Kikadi, nous avons mis un quiz de l'actu simple. Alors, écoutez, tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et comme aujourd'hui c'était l'anniversaire de Vladimir Cosma, on s'est dit que nous allions faire... Vladimir Poutine, Les chansons de Vladimir Poutine, c'est pas les plus connues. Nous avons décidé de faire un quiz de l'actu chantant, comme ça mettra un peu de bonne humeur dans l'esprit des gens. Et Fabrice est avec nous. Et Fabrice, vous allez choisir de jouer contre qui? Contre Françoise de Gois, contre Sébastien Ménard ou contre Philippe Bilger? Je peux pas jouer contre une bigourdane ou un béarnais. On va jouer contre Philippe Bilger. Contre Philippe. Alors, on va tous c'est perdre parce qu'on s'en des fout. intros de musique de film de Vladimir On s'en Cosma qui fout. sont des tubes énormes. Allez. Et là, c'est parti. Allez, premier titre. Bonne réponse. Elle a été un peu plus rapide, Françoise de Gois. Ah, Françoise Oui, de il y a Gois. un quart de seconde. Françoise, elle s'en fout, mais ça y est, elle est là. Alors, Non. par contre, on laisse un quart de seconde à Fabrice pour répondre, On est un si peu, vous voulez, on est un d'accord, comme peu il est à ex aequo. distance. Non, mais on est un peu ex On aequo. met un partout. On est un peu ex aequo. Un partout. C'est filet impartial. Tu noteras mon fair play parce que j'accepte sans barguigner. Alors, Allez, on laisse les amis. 2-3 secondes pour répondre à Fabrice qui est à distance, d'accord? Allez, les amis. La deuxième. Deuxième titre. Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob. Oui, vous avez été plus rapide que Fabrice, mais c'est pas grave, ça Ouais. fait 2 points. Les aventures. Pardon, Fabrice, on va gagner. Rabbi Jacob. Troisième, un tube des années 80, musique de film avec une actrice. Allez, mythique. arrêtez. Diva. Non. La vedette était Sophie Marceau. L'étudiante. Bonne réponse de Sébastien Ménard. L'étudiante. Il est vraiment. Allez, la suivante. J'ai envie de dire ça. Les Soudoués en vacances. Bonnes vacances et les Soudoués passent le bac, exactement. Non, c'est les Soudos en vacances. Il a En raison. vacances, pardon. Il a raison. Il a raison. Allez, le suivant, là, c'est facile, Cécile. hein. Ouais. L'amour en héritage. Bonne réponse L'amour en héritage. de Fabrice. Bravo. C'était le titre, hein, Philippe Bravo, Bilger. bravo, Oui, mais bravo. j'aurais dû l'avoir. Bah oui. Allez, alors, le C'est pas grave. suivant, un film absolument culte. Allez. Le Grand Blanc, le retour Non. du Grand Blanc. Non, c'est pas les Brandés. Ah, non. Bonne réponse de Fabrice, l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Tu vois comme on est nul là. Ah. Bravo Fabrice. Ah, pourtant, Ah, c'est. J'en ai doué, trouvé que Fabrice. 2. Mais On est quand même dans l'équipe de Fabrice. ouais, mais on en a trouvé que 2 d'habitude. Allez, j'en heureusement trouve qu'il plus. est là. Est-ce que Fabrice savait qu'il y aurait Cosma? Non. Non, Allez, Non. allez. Non. Allez, on y va. C'est parti. avec Grand Blanc. Bébel. La Thésade. Bonne réponse La de Fabrice. Thésade. Il est fort, il est vachement fort Fabrice. Il est trop fort, T'as pas il est besoin de nous. Hein. Franchement. Allez, Il est doué. le suivant, film culte. Avec Pierre Richard. Le Grand Blanc, le retour Non. du Grand Blanc, le Grand Non. Blanc. Bonne réponse de Fabrice, le jouet. Le jouet. Mais c'est que des films qu'on connaît en plus. Ah oui. Ouais, mais... Bon, et vous inquiétez pas, Philippe, la semaine prochaine, c'est littérature classique. Allez, il y en a encore. Tiens, Allez. fais-nous des quiz comme Allez, ça. allez, on y va. Écoutez. Ah, je sais ce que c'est. On dirait Sergio Leone. Non. Non. Non, la chèvre. Bonne réponse, la chèvre.
Il est à fond. Il est excellent, il est trop fort. Fabrice, Et trop allez, fort. hein. Fabrice, le dernier, c'est pour la gloire. Allez. Ah mais le grand blond là. Non. Ah mais non, un éléphant Non, ça je le trouvait. dis très Non, 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 avec. Inspecteur la bavure. Non, avec Depardieu et C'est un Pierre rapport Richard. avec la chèvre. C'est Oui, Ah oui, c'est le comment Ouais, ça les s'appelle compères. Bonne Les réponse compères. de Fabrice. Oh là là, il a été plus rapide que vous. Oui, mais Fabrice. j'ai un point. tout Oui, de Oui, même. vous avez un point. Ben, si je vous dis. Allez, on y va. Il est vraiment. Il est vraiment. 19 hein. Il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Moi, je vais quand même dire que Philippe Bilger, il a le record de nullissime. Même moi, qui fait parfois 12-0. Mais Attends, mon cher 19, Sébastien, c'est c'est inexact. Non, non, t'as fait pire que ça. Quelqu'un fait zéro. Quelqu'un a fait zéro. Quelqu'un a fait zéro. Non, Tu mais as fait Fabrice, zéro. c'est formidable. Il a 19. Il est très mais moi, fort. je sauve les meubles. J'ai un. Oui, parce qu'on a été généreux. Non, mais sinon il y avait zéro. Ça, je vais vous dire. Oui, Ça, oui, Oui, Fabrice. Fabrice. ça, je vais vous dire, c'est à force de manger des chocolatines et pas des pains au chocolat. C'est pour ça. En plus, À la tout de team suite, à tout de Chocolat. suite. À tout de suite. Plus. On n'en a pas fini avec vous, chers amis. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Debois, La avec punition continue. Sébastien Ménard. Elle a dit la Yanina. La hyène. Vous aimez bien Sébastien Ménard quand vous appelle la Non, hyène? non, c'est pas très sympa. Moi, C'est- c'est c'est- mignon. c'est- hyène. Mais c'est affectueux. Je le prends pas pour moi. Ah bon, non. Ah oui, d'accord, absolument c'est pas. pour un autre type Non, qui non, s'appellerait non. Sébastien. Et qui s'appelle Rio, Sébastien Ménard. Oh là là, le mec il se dédouble maintenant. Non, mais ça, tu vois le en même C'est temps son que ça côté- mène. son côté Il y a Alain Sébastien Delon, c'est Ménard son côté. et en même temps Sébastien Ménard. Oui, Exactement. Absolument. Oh, le gars. On aime les deux. Mes Ah, mon amis, Philippe. il va se passer quelque chose dans quelques instants. Ah bon Oui. Avec quelqu'un qui va nous Absolument. parler de quelque C'est chose ça. depuis quelque Puisque part. c'est le coup de gueule de Philippe David. Ah. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule de Philippe David sur ceux qui parlent de travail sans jamais n'avoir travaillé. Tiens, on écoute ceci. On est sur une mobilisation qui s'amplifie de plus en plus et on est dans une bonne humeur. On dit la retraite, voilà, à 60 ans, c'est ça qu'on veut. On veut le progrès social et donc on est tous ensemble pour ça aujourd'hui. Alors, vous avez reconnu la voix du leader lycéen Manès Nadel en manifestation aujourd'hui. Alors, ce jeune homme âgé de 16 ans est lycéen, très bien, et est invité pour parler des retraites sur tous les plateaux de France et de Navarre ou presque. Alors, je trouve ça cocasse quand on sait que, vu son âge, il n'a jamais travaillé, ne sait donc pas ce qu'est une entreprise et vient s'exprimer sur le monde du travail pour lequel sa connaissance est équivalente à 0 plus 0 égale la tête à Toto. Alors, amusant que de la même manière, il vienne parler des classes populaires, lui qui est fils de préfète, une profession pas particulièrement frappée par le chômage, la précarité ni les bas salaires. Bref, avant d'expliquer aux entrepreneurs ou aux travailleuses et travailleurs pour faire du Arlette Laguillet ce qu'est le monde du travail, sois sympa Manès, passe ton bac d'abord. Moi, je suis pas d'accord avec J'en vous. étais sûr. Non, mais parce que d'abord, je trouve que c'est une réplique de vieux boomer schnock. Bah, merci. Que la jeunesse, il faut l'entendre. Dis donc, si à chaque fois, si on devait s'exprimer en tant que journaliste et toi en tant qu'animateur sur tout ce que tu connais, mais il y aurait plus un seul média. Je veux dire, c'est pas parce que tu n'as pas expérimenté quelque chose que tu n'as pas la capacité d'en parler. Je sais pas si on invite un débat de physique quantique, j'y vais pas parce que j'y connais rien. Mais pourquoi tu ramènes toujours toi Tu me poses la question ce à moi. gamin, non mais ce gamin, il a des idées, il a une passion, il a la passion de la jeunesse. Moi, j'écouterais ça, je me moquerais de toi. Enfin, je veux dire, on peut pas balayer. C'est pas un argument. C'est pas un argument. Rappeler que sa mère est préfète. Et alors, and so what? Mais quand il parle des classes populaires, il sait pas ce que c'est. Mais d'accord, mais t'as des très grands penseurs. Karl Marx sortait pas du ruisseau et c'est un très grand penseur du communisme. Donc, ton raisonnement est bêta. Ce qui m'étonne de toi, habituellement, tu es un être beaucoup plus fin. Je me mets à Non, mon mais niveau. il est pas si bêta que cela, Si bêta, François. bien Parce sûr. que ce que vous avez développé, à la limite, je vous rejoins totalement. Mais on pourrait tout de même rajouter quelque chose, Philippe. C'est féliciter de la curiosité, de l'élan. Ah non, mais très bien, de c'est 15 Mais ans. non, je vois tu pas dis là. pas ça très bien. Non, tu mais l'entends pas un quel est mot. Là, l'intérêt tu de le fais faire faux cul. passer de parler du monde du travail à un monde qu'il ne connaît pas? Il est leader des lycéens, mais on a compris, mais il est leader des lycéens, c'est quelque chose qui va le concerner. Il parle de Parcoursup, il parle des revendications de la jeunesse. Aucun rapport entre Parcoursup et la retraite. Mais parce qu'il y a un rapport comme ça dans les manifestations, parce que tu es en train complètement de passer à côté de cette génération-là. Cette Mais génération
50 ans, il peut se passer plein de choses, Françoise. Mais c'est pas le problème. Mais comment est-ce que vous pouvez On va faire réagir Sébastien Ménard. Je suis un schnock booner. Non, tu n'es pas un schnock booner, boudeur ou je ne sais. Voilà. Moi-même, j'ai même été très étonné parce qu'en fait, on voit là dans les fameux cortèges de jeunes, là en ce moment en mode tectonique. Alors ils ont un DJ, c'est retraite, climat, même combat. Donc moi, j'ai pas compris. J'ai eu beau chercher. D'ailleurs, j'ai interpellé Philippe David ce week-end en lui disant: est-ce que tu as compris cette vidéo? J'ai pas compris non plus. Moi, je l'ai strictement pas compris. Là, cet après-midi, c'était Macron, c'est vraiment non. Enfin voilà. Non, mais quand on voit les chorégraphies qu'ils font, etc. Je ne pense pas. Il y a aussi pas de banquise, pas de banquier. Oui, puis il y a aussi taxes et les riches. Enfin voilà. Mais tout ça, c'est la jeunesse. Mais retraite, climat, même combat. Retraite commun. Mais bien sûr, il te l'explique très bien. Si t'écoutais, au lieu de le juger, si t'écoutais ce qu'il a à dire, si vous écoutiez un peu ce que la jeunesse a à dire, oui, bien sûr, retraite climat, parce que plus tu travailles, plus tu crées, plus tu continues une activité, plus tu continues à polluer. Mais c'est ce que dit Sandrine Rousseau. Quand on travaille, on produit du CO2. Mais écoute, on n'est pas obligé. Je sais très bien, mais on n'a pas besoin. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est faire des rotations. Tu rames, François, tu rames. On a le clic, de Philippe. Le Félix Mathieu. Bon, bref, c'est quand même comme un vieux schnock boomer. Voilà. Allô, tout de suite le top clic. Les vraies voix Sud Radio. Et Bilger ça fait aussi, du d'ailleurs. clic sur les réseaux sociaux. Je pardonne à Bénard. Ambiance au sein, pas qu'au sein de la radio, au sein de la majorité à l'Assemblée nationale. Un député modem vient de pousser un coup de gueule assez marqué contre ses collègues de Renaissance. Oui, Richard Ramos, député modem du Loiret, proposait à ses collègues d'étudier une idée de résolution européenne en vue de faire interdire les nitrites dans les charcuteries industrielles. Sauf que devant la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale... Même vote, 10. Le texte est rejeté. Richard Ramos, qui avait déjà tenté en vain de faire interdire les additifs nitrés au niveau national, au niveau français, ça avait déjà été rejeté, d'où sa tentative aujourd'hui de lancer une initiative européenne sur le sujet. Le rejet de son texte a particulièrement agacé ce député modem qui ne s'est pas privé pour le dire, invité à conclure par le président de la commission. Est-ce que monsieur le rapporteur voulait ajouter quelque chose? Non, je voulais remercier le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe Rassemblement National, LFI également, et dire que ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité, et que je pense qu'en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Voilà, on le rappelle, en tant que député modem, Richard Ramos fait partie de la majorité présidentielle, tout comme ses collègues de Renaissance. Le groupe Renaissance qui, décidément, a perdu 4 membres aujourd'hui. Barbara Pompili, Mireille Clapeau, Cécile Rilhac, Stella Dupont, des députés de l'aile gauche de la Macronie qui avaient pris leur distance à propos de la réforme des retraites ou de la polémique sur la Ligue des droits de l'homme. Elles n'auront plus officiellement l'étiquette Renaissance, tout en restant quand même considérées comme apparentées au groupe macroniste. Les retraites, en tout cas, il en a beaucoup question aujourd'hui. 12e journée d'action, avec aussi le sigle LVMH qui se hisse dans les top tendances ce soir. LVMH, car une action coup de poing a visé le siège parisien du géant du luxe dans le quartier des Champs-Élysées, brièvement occupé par des manifestants. Alors avant l'invasion du siège, l'association Attaque avait organisé un rassemblement devant LVMH pour dénoncer, je cite, la fraude fiscale à l'échelle industrielle et les suppressions d'emplois dans l'administration fiscale. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci beaucoup, vous restez avec nous dans quelques instants, la suite des vraies voix. On revient, ça fait du clic sur les réseaux sociaux et bien entendu ce sera le tour de table de l'actu des vraies voix dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça débat et ça discute et voilà, ça se fait plaisir. On est là. Je trouvais que vous n'avez donné une info et moi je trouvais que c'était pas mal. Booba va être auditionné par le Sénat et je trouve que c'est assez intéressant d'entendre ce que Booba a à dire sur l'influence parfois nocive des influenceurs justement. Et je trouve que c'est bien. Ça vous choque? Choque? Non, parce que maintenant on va parler du tour de table de l'actualité. D'accord. Maintenant il faut nous écouter, parce que là on en a gros. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non, qu'est-ce qui est petit et marron? Je sais même plus. Un marron. Le tour de table de l'actualité. Qu'est-ce qui est petit et marron? Le tour de table de l'actualité, j'adore. Philippe Bilger, la Ligue des droits de l'homme n'est plus tabou et vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose? Oui, j'ai été très heureux de voir Gérald Darmanin et étonnamment conforté par Elisabeth Borne, non pas dénoncer la Ligue des droits de l'homme, mais commencer à
à mettre en cause sa sacro-sainte immunité et impunité. Démystifier. Elle a pris des exemples qu'il est inutile de rappeler parce que sinon ce serait trop long, judiciaire, à propos de Soline et un autre souci qu'elle avait manifesté, elle ne s'était pas constituée partie civile. J'aime bien cette idée que on dénonce même gentiment le fait que la Ligue des droits de l'homme, ça devrait être la Ligue des droits de l'homme de tout parti et de toute tendance. À tort ou à raison, je ne l'ai jamais vu intervenir, la Ligue des droits de l'homme, pour des atteintes portées à des causes qui n'étaient pas considérées légitimes par elle-même. Non, bien sûr, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que tout ça procède d'une stratégie. Non, mais ça procède, c'est même pas sincère. Je pense qu'il y a une insincérité de Darmanin, il y a une insincérité d'Elisabeth Borne qui suit parce que c'est cousu comme du fil blanc. Évidemment, parce que Ligue des droits de l'homme, wokisme, islamo-gauchisme, gauche. Donc vous n'avez rien de surprenant dans le fait que vous aimez ce qui se passe et il n'y a rien de surprenant dans le fait que je n'aime pas ce qui se passe parce que c'est totalement perverti. La Ligue des droits de l'homme, moi j'ai une grande passion pour Henri Leclerc parce que je trouve que c'est un immense pénaliste et je pense que la façon dont il a explicité et pas simplement expliqué ce qui s'est passé à Sainte-Soline me paraît extrêmement convaincant. Après, on peut parler des dérives, tout le monde en a. Moi, je crois quand même que tout ça procède d'une stratégie politique orchestrée et totalement malsaine. Vous savez, à force de taper sur la gauche, à force d'enfermer la gauche dans ce qu'on croit qu'elle a de pire, vous allez voir ce qui va arriver en 2027. Vous allez voir. C'est incroyable de délégitimer en permanence la gauche. Sébastien Ménard. Sébastien Ménard, si on n'a pas le temps de faire les autres tours de table. Je le permets. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que tous les 5 ans, le soir d'un premier tour, on trouve la gauche extraordinaire, Mélenchon sublime, Olivier Faure extraordinaire, pour qu'on aille voter pour quelqu'un, pour faire barrage à quelqu'un dont personne ne veut, et que ce quelqu'un nous dit ce vote nous oblige, et pendant 5 ans on se fait insulter par ce quelqu'un, parce que lui il pense que c'est bien stratégiquement. Gérald Darmanin, on l'entend pas les 15 derniers jours de la présidentielle, quand vous avez Mélenchon qui est en passe d'être au second tour. Non, parce que par ici la bonne soupe de la gauche, et la gauche elle est assez bête pour continuer à faire ça, parce qu'elle prend ses responsabilités. C'est pas un club d'irresponsables. J'aimerais bien voir que la droite, si vous avez un candidat de gauche face à Marine Le Pen, j'aimerais bien voir si la droite va voter pour la gauche. Eh bien je suis sûr que non, alors que la gauche elle a toujours été au rendez-vous de cette histoire-là. Bon, tu nous l'as bien énervé, Philippe Bilger. C'est vraiment insupportable. Mais François, c'est un point de vue qu'elle aime bien. T'es censé être le vieux sage autour de cette table. Je crains qu'il n'y ait que vieux d'exact. Puis on n'apprend pas un vieux sage à faire des grimaces. Non, moi je ne peux souscrire, et je ne suis pas de gauche, mais je ne peux que souscrire aux propos de Françoise. Après, moi je m'interroge, pourquoi la Ligue des droits de l'homme serait nécessairement, je dirais, tapée au coin du gauchisme? Moi, c'est ça qui me gêne. Pourquoi la Ligue des droits de l'homme, finalement, n'est pas au centre? Pourquoi la Ligue des droits de l'homme? Les droits de l'homme sont pas... C'est ça. Et là où je suis d'accord avec toi, Philippe, c'est qu'à un moment donné, on a besoin... C'est un peu comme la protection de l'environnement, cette espèce de bonne conscience environnementale. Elle n'est pas de gauche. Voilà, elle peut être générationnelle. Elle est très française en fait. Parce que les droits de l'homme, c'est la France, pardonnez-moi. C'est pas la France de gauche, c'est la France. Il nous reste 2 minutes 40 pour 2 tours de table. Françoise Devois. Je suis très contente que Damien Rieu soit enfin influenceur d'extrême droite, assumé, Damien Rieu, sur Twitter. Je suis très heureuse qu'il soit traîné devant la justice par Karim Benzema, parce que moi, j'accepte qu'on exerce le droit à la critique. Françoise, je vais expliquer. Le droit à la critique, c'est une chose. Trouver que Benzema est trop musulman, c'est une chose, il a le droit. Mais si vous voulez mettre des photos, quand Karim Benzema vient de montrer un but et il montre son doigt au ciel et mettre des djihadistes en disant Karim Benzema a un message à nous faire passer, c'est tout à fait indigne. C'est comme si moi je disais Lionel Messi, qui est catholique extrêmement pratiquant, chaque fois qu'il comment dire, regarde le ciel après un but, il regarde le ciel, il pointe le doigt comme ça, exactement comme Benzema. J'ai pas vu Damien Rieu tweeter des photos de Messi en disant Messi est un djihadiste qui a quelque chose à vous dire. Donc cette haine, parce que là c'est de la haine pure, stupide de l'islam, de la haine de Benzema, eh bien je suis ravi et j'espère qu'il sera condamné. Voilà, même pour le symbolique, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la critique, comme écrire sur des collines Macron ordure. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Pas de réaction spécifique. Non, mais je pense que tu as raison, Françoise. Il faut condamner les fâcheux, les fachos. Enfin voilà, sans exclusif. Et les extrapolations surtout.
Oui, on et les est fâchés, franchement et nous, on est des fâchés, pas fachos. Il y a plus de fâcheux que de fachos. Oui, mais nous, on est des fâchés, pas fachos, la On va gauche. parler d'un sujet très intéressant Oui, avec parce Sébastien que, Ménard. non, parce qu'il y a les entrecôtes et les côtes de bœuf à 30... Attention, parce que là, il va se passer des trucs. Non, là, il y a une info énorme. La semaine passée, on nous a quand même raconté que les entrecôtes et les côtes de bœuf à moins de 35 € dans Paris, à la sauce Françoise de Gois. C'est pas grave, laisse-moi terminer, Françoise. Non, mais pas ce que j'ai dit. Alors moi, je vais vous parler finalement du salon du barbecue, parce que le barbecue et les rabat-joie, vers de rage. Voilà mon sujet. Parce que en fait, les longs week-ends qui arrivent sont propices à ces barbecues à 2, à 3, à 10, à 1000. Attention, barbecue à 1000, on ne sait pas ce que ça donne en fait à la fin de la soirée. Voilà, ça peut mettre le feu à la forêt comme chez moi, évidemment. Le marché du barbecue, vous savez combien c'est? Le marché du barbecue, c'est à peu près 200 millions d'euros en France. Mais non. C'est 200 000 barbecues vendus et 170 000 planchas vendus chaque année. 3/4 des Français de plus de 25 ans possèdent un barbecue ou une plancha. Et le barbecue, je voudrais répondre à Françoise, n'est pas une question de viande ou de légumes grillés, car il y a des viandes, j'en fabrique, sans protéines animales. C'est pas non plus une question de virilisme, comme le laissait entendre cet été l'incontournable députée Sandrine Rousseau, en déclarant qu'il fallait changer aussi la mentalité pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité. Non, Madame Rousseau, vous faites fausse route, c'est une question de convivialité et de rapport à la vie. On n'a jamais vu de larmes autour d'un barbecue, non, on entendait rire, beaucoup de joie. Oui, enfin bon. Et oui, et ceux qui critiquent le barbecue ne disent rien du barbecue. Si, quand c'est cramé, on peut pas. C'est pas faux. J'ai un copain, il massacre les entrecôtes avec ça. Mais leur attitude, celles et ceux qui critiquent leur attitude ne disent rien du barbecue, mais leur attitude disent beaucoup d'elles-mêmes. Vers de rage, ignorants, intolérants, rabat-joie, peine à jouir, pardonnez-moi, ils projettent leurs problèmes sur des personnalités qui, eux, tentent de s'aimer, de vivre, de partager, de s'amuser et de jouir ensemble. Alors que les choses soient claires, pendant que les rabat-joie penseront hystériquement à nos barbecues, je vous invite à visiter le salon du barbecue et de penser à vous, à vos amis et à vos familles. Mais ben voilà, c'est bien le mot de la fin. Non, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les barbecues en tant que méditerranéenne. J'adore ça, c'est pas le problème. Mais on s'était dit avec Philippe Bilger que néanmoins, Sandrine Rousseau, il y a des études anthropologiques qui ont été faites sur le barbecue, la consommation de viande. On s'était dit qu'elle soulevait quand même une vraie question. Comme toujours chez elle. Allez, vous restez avec nous. Vous restez avec nous, les amis, dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix avec la séquence des retraites qui continue de laisser des traces. Vous l'avez vu, selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 73% des Français souhaitent dans les prochaines semaines la mise en place du référendum d'initiative partagée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous préférez celui-ci, un remaniement ou une dissolution? Pour l'instant, vous dites une dissolution à 70% sur notre compte Twitter. On vous attend 0826 300 300. Bienvenue, la séquence des retraites continue de laisser des traces. Selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 73% des Français souhaitent dans les prochaines semaines la mise en place d'un référendum d'initiative partagée. Les Français aspirent à un peu de changement, Philippe. Oui, Cécile, et sur nos auditeurs, quand on leur pose la question, qu'est-ce que vous souhaitez, comme dans le sondage IFOP, un référendum d'initiative partagée, un remaniement, une dissolution? Ils choisissent massivement une dissolution. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour sortir de cette crise par le haut, est-ce qu'il faut un référendum d'initiative partagée? Est-ce que le président doit dissoudre ou faire un vaste remaniement du sol au plafond, c'est-à-dire de Matignon au secrétariat d'État? Dans tous les cas de figure, un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Et pour parler de ce sondage, Louise Jussian est avec nous, chargée d'études senior à l'IFOP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant comme on fait avec les sondages, est-ce que vous pouvez, Louise, nous raconter ce sondage et comment vous l'avez traité et qu'est-ce qu'il dit exactement? Alors ce sondage, il est très intéressant. On est au cœur de l'actualité et on a voulu à l'IFOP mesurer, justement, on parle beaucoup de remaniement ou pas, dissolution ou pas, et les Français finalement sont majoritairement d'accord pour les trois cas de figure. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce que ce sondage nous dit quand on prend un peu de la hauteur, c'est qu'il y a une attente de changement réel dans l'opinion publique française, que les Français ne sont pas satisfaits de comment les choses se passent et que finalement, que ce soit dissolution ou référendum d'initiative partagée, ça permettrait finalement au gouvernement de répondre à cette attente et à cette critique qui lui a été faite sur cette séquence des retraites, de finalement ne pas écouter le peuple, ne pas écouter les Français. Et ça répondrait à cette crise un petit peu de la confiance. Enfin, du moins, c'est ce que le gouvernement pourrait espérer. Donc c'est là que ce sondage il est très intéressant. On voit que dans tous les cas, même si le temps passe, si les journées de mobilisation passent, la France, elle, ne passe pas à autre chose et les Français sont encore en attente d'un changement.
Et Philippe Bilger. Je voudrais me placer, mais j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire Louise Jussian, mais je voudrais, pour répondre à la question de Sud Radio, me placer du côté du pouvoir en quelque sorte. Lui, il n'a guère de solution. Je veux dire, la seule qui pourrait lui permettre de sortir intelligemment, Françoise l'a développé tout à l'heure lors de la pause, par le haut, serait le référendum d'initiative partagée. Parce que les deux autres solutions ne sont pas vraiment opératoires. Le remaniement, le gouvernement n'est tout de même pas assez aveugle pour considérer qu'un simple changement de ministre entraînera un tremblement positif sur le plan démocratique et redonnera la confiance au peuple qui ne l'a pas pour l'instant. Et le deuxième élément, la dissolution, ce serait une catastrophe pour le pouvoir, puisque le Rassemblement national montrait considérablement, certes, la NUPES et les filles baisseraient, mais je crois que ce ne serait pas une bonne idée, donc il resterait que le référendum d'initiative partagée. D'abord, la NUPES ne baisse absolument pas, elle prend même un point, donc je sais que c'est votre rêve qu'elle baisse, mais elle est pas... voilà. Ça, c'est le premier point. Moi, je vais plus loin sur le référendum, je pense qu'il y a une geste politique que Emmanuel Macron pourrait avoir, mais là, un convertisseur d'opinion, ce qu'on appelle une silver bullet dans le domaine de la communication politique, c'est-à-dire la balle d'argent qui transforme en fait le convertisseur d'opinion en un instant. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel demain dit OK pour le référendum d'initiative partagée, et là, Emmanuel Macron pourrait décider de lui-même de dire écoutez, voilà, ce référendum, j'ai bien compris que ce référendum vous tenait à cœur, et bien je décide de m'en emparer tout de suite, de ne pas vous laisser des mois et des mois pour aller chercher les 4,5 millions de signatures, puisque c'est dans les prérogatives du chef de l'État de le faire. Je pense que ce serait un convertisseur extraordinaire, même si c'est risqué politiquement, évidemment, pour lui. Évidemment, il ne le fera pas, mais je suis frappé par... l'aveuglement, vraiment l'Élysée est un endroit qui aveugle. L'Élysée, ce que nous montre tout cela, en une seconde, c'est que véritablement, le président français, qu'il soit Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui que vous voulez, la 5e donne trop de pouvoir à ce président. Quand vous rentrez dans ce bureau de l'Élysée, vous devenez le chef d'État occidental le plus puissant, avec des pouvoirs inimaginables, et c'est ça qu'il faut changer. Véritablement, on ne peut pas... J'espère qu'Emmanuel Macron sera le dernier président de la 5e République. Sébastien Ménard, un remaniement, ça sert à quoi, puisque personne connaît les ministres? Alors, pardonnez-moi Cécile, la problématique, c'est pas personne connaît les ministres. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, que vous remaniez ou pas, c'est que les personnalités dont Emmanuel Macron aurait besoin pour quelque part proposer une Dream Team, exactement, proposer une Dream Team à l'image du pays, à l'image à la fois de celles et ceux qui veulent faire, de celles et ceux qui veulent défaire. Aujourd'hui, il est incapable de constituer cette équipe. J'ai écouté sur une autre antenne Aurélien Pradier, qui est l'une des étoiles montantes des LR et de la droite, contestataire, qui n'a pas voté cette réforme des retraites. Aurélien disait... Moi, ils peuvent m'appeler une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne vais pas prostituer mes idées, je ne vais pas vendre mes valeurs pour un gyrophare sur sur un pare-soleil. Et l'archer également. C'est donc le remaniement aujourd'hui apporterait rien. La dissolution serait, je dirais, en tout cas pour l'exécutif, une catastrophe. Parce que la réalité, c'est que la probabilité pour Emmanuel Macron de se retrouver en cohabitation jusqu'à la fin de son dernier mandat... Ce serait pas plus mal, hein, tu sais, à ce stade-là. ...est très très forte. Après, effectivement, comme le dit Françoise, on peut sortir par le haut. C'est le rôle du président de la République de sortir par le haut. Moi, je ne pense pas que cette loi va être touchée d'inconstitutionnalité. Pour autant, il faut quand même entendre les gens qui sont dans la rue. Il faut entendre même, je dirais, les échos, les bruits de sa propre majorité. Aujourd'hui, tout le monde est très affaibli. Le pays est affaibli. La majorité est affaiblie. Mon ami Emmanuel Macron est affaibli. Donc, il aurait tout intérêt à sortir par le haut. La France et les Françaises et les Français et les consulter. Et donc le RIP. Louise Jussian, quand on voit les 3 possibilités proposées sur le sondage de Sud Radio sur Twitter et dans le sondage IFOP, on se dit que finalement, le remaniement, ça ne sert pas à grand-chose, comme le disait Sébastien Ménard, que la dissolution de l'Assemblée nationale conduirait même pas à une cohabitation, mais à une chambre ingouvernable. Est-ce que finalement, le RIP, ce n'est pas la seule et unique solution pour sortir par le haut ?
c'est vrai qu'à ce stade, quand on se place du point de vue du gouvernement, ça paraît être en effet l'option la plus souhaitable, ou du moins qui permettrait réellement de sortir de la crise, et surtout parce que déjà ça serait inédit. Aucun RIP n'a jamais été voté, et ça, je pense que les Français pourraient y être sensibles. Et aussi parce que voilà, il y aurait que le président le déclenche ou que ce soit via une campagne, aller chercher les signatures, il y aura campagne, il y aura donc moment d'échange avec les Français, et c'est ça que les Français attendent finalement. C'est pour ça que ce RIP, ça peut être une bonne solution parce qu'il répond en fait à plein d'attentes des Français, l'attente d'être écouté, l'attente d'être consulté, l'attente que le gouvernement se remette en question également. Il n'y a pas de raison non plus, Françoise de Goix, qu'il ne promulgue pas la loi, et enfin qu'il ne la promulgue pas. On peut faire un point constitutionnel. Il a 15 jours. Si le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la loi, il a 15 jours pour la promulguer. Il ne peut pas ne pas la promulguer. Mais on va se retrouver dans une situation kafkaïenne, et là, Louise a raison, tout à fait inédite, et c'est ce que vous disiez aussi, ça n'est jamais arrivé. Vous allez avoir, si la loi est validée, elle est promulguée, elle rentre en vigueur le 1er septembre, et dans le même temps, une campagne nationale pour recueillir des signatures que, évidemment, les organisateurs vont recueillir pour, comment dirais-je, soumettre cette loi qui rentre en vigueur le 1er septembre à la fin de l'année à un référendum. Oui, c'est kafkaïen. Mais là, ça ouvre une porte énorme pour l'avenir. Ça ouvre une porte énorme, ça change les mentalités. Je suis d'accord avec Louise sur le fait que derrière ce RIP, il y a ce désir profond de revitaliser la démocratie. Et le malaise démocratique, on en parle depuis des années. Et vraiment. Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez un RIP? Vous souhaitez une dissolution? Vous souhaitez un remaniement? Venez nous le dire au 0826 300 300. Moi, on efface trop vite l'idée que le Conseil constitutionnel peut retoquer la totalité de la loi. Sébastien Ménard. Il faudrait aussi, quelque part, quand tu parles de verticalité, parce que c'est ce dont tu parles, Françoise, regardons un peu ce qui se passe aussi au petit niveau. Enfin, moi je vois, on est des petits élus locaux, je suis un petit élu local. Entre les engagements qu'on a pris en 2020, pour lesquels, dans ma petite commune, Biarritz, pour lesquels on a été plus que plébiscité, il y avait je ne sais pas combien de listes, on est arrivé premier, et puis on a tout écrasé au deuxième tour, mais les projets, on les amende, on écoute les gens, parce que entre le moment où on va à leur rencontre en 2019, au moment où quelque part dans les urnes ils nous choisissent, et ce qui se passe, le Covid, le pouvoir d'achat, la crise énergétique, etc. On est obligé d'amender quelque part nos programmes et nos projets. On est obligé de s'adapter, et même mieux, on consulte la population. Donc pour moi, ça ne me paraît pas complètement déconnant que de s'adapter, d'écouter, de se raviser. C'est pas de l'opportunisme, c'est du bon sens. C'est la culture locale. Mais ça n'arrivera pas. Mais j'aimerais poser une question à Louise. Est-ce que on élimine l'idée du bienfait de la dissolution, mais imaginons qu'Emmanuel Macron puisse se représenter, ça aurait été un moment royal pour lui, puisqu'il aurait, comme tant d'autres présidents, pu bénéficier d'une cohabitation. Mais imaginons qu'il dissolve. Est-ce que ce ne serait pas un moyen pour lui d'étouffer ses adversaires dans son propre camp et qui le gênent? Alors, si on se place du point de vue des Français, ou du moins de ce que les Français nous donnent à voir dans nos sondages, ça pourrait en effet, comme vous le dites, mais après je pense que ça reste quand même très risqué pour le président de la République, parce qu'il ressort concrètement affaibli quand même de cette séquence, aussi bien lui que tous ses ministres connus, et Elisabeth Borne en premier, Olivier Dussopt également. On le voit dans nos différents sondages, que ce soit le baromètre Paris Match, ou là dans ce sondage-là on avait également une question sur est-ce que vous avez l'impression que telle ou telle personnalité est renforcée ou affaiblie par la crise, et on voit que le gouvernement très clairement sort très affaibli, alors que les opposants à la réforme sortent plutôt renforcés. Donc ça serait quand même un pari très risqué. 0826 300 300 avec Fabrice qui est avec nous. Fabrice, une réaction sur ce sujet, sur la question du jour. Est-ce que finalement, pour débloquer la situation, il faut un RIP, un remaniement ou une dissolution? Pour ma part, moi je dirais que on va prendre les choses par élimination. Je pense qu'un remaniement, ça changerait strictement rien à la cause, puisque depuis le passage au quinquennat, on sait très bien que le Premier ministre, il exécute un peu ce que donne le président. Donc, et il a déjà eu du mal à trouver une première ministre.
Ça, c'est une chose. Et puis, j'ai envie de dire, surtout, Philippe, que ça serait la même partition, mais avec, ça serait un autre orchestre, mais la même partition, le même chef d'orchestre. Donc, je vois pas bien ce que ça pourrait changer. Le RIP, ouais, pourquoi pas. Mais moi, j'ai toujours en mémoire le résultat du référendum de 2005 de Lisbonne. Du traité de Lisbonne, et puis on a vu ce que ça avait donné dans les urnes, et après le résultat derrière. Donc je crois que, et si jamais il y avait les mêmes conséquences avec le même résultat, ça ne ferait que amplifier encore le dégât de la grogne sociale. Donc, moi, je pense que la seule solution pour sortir de ça, si on veut en sortir, c'est une dissolution. On repasse devant le peuple, et puis là, il n'y a plus rien à dire, quoi. Voilà, à partir du moment où et puis chacun fait campagne, et là, au moins, on sort grandi. Et en plus, on sort grandi à la manière par rapport au président de la République comme un grand chef d'État, quoi. C'est-à-dire que, écoutez, ok, je vous ai entendu, je vous demande votre avis officiellement de la meilleure des façons. Pardonnez-moi, l'expression, ce serait quand même très couillu de la part du président. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qu'on attend d'un chef d'État, de toute façon, de faire preuve de courage. De toute façon, il faut faire un reset. Vous ne pourrez pas faire un reset, quelle que soit la personnalité que vous mettrez à Matignon, vous n'arriverez pas à faire un reset suffisant. Ça, il est d'accord. Je suis d'accord avec vous. RIP ou dissolution. Je voulais juste signaler que Sébastien Ménard a des boutons de machette Superman. C'est ce que je mate depuis tout à l'heure. Ça me paraît délirant. Oui, ça a quel rapport avec pour un super mec, c'est plutôt pas mal. Je dis ça pour le dernier point, le point, encore une fois, je le redis, je pense qu'on écarte trop vite le fait que le Conseil constitutionnel peut trouver comme sortie de crise, tout simplement, le retoquage de la réforme en mettant dans ses recommandations qu'il faut une deuxième lecture grâce à l'article 10 avec, comment dirais-je, Laurent Berger. Et Laurent Berger et Valérie Rabault, et ils ont tout à fait raison de le demander parce que là, la vraie sortie, probablement pour moi, elle est là. La véritable sortie. Plus sur l'article 10 que le RIP. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que sur l'article 10 la stratégie ne serait forcément pas du tout la même s'il restait 1 an, 2 ans, là 4 ans. 4 ans, c'est long. 4 ans avec comment dirais-je, avec un antagonisme et une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'il reste 4 ans, donc en apparence, il a un pouvoir, il a le temps long, mais en la réalité, il a déjà perdu la moitié de son pouvoir, puisque à la fin des fins, il n'y a plus de réélection, donc il n'a plus d'affidés, donc il n'a plus de gens qui lui sont redevables, donc les gens, c'est beaucoup plus difficile de les faire obéir. Pour preuve, le Parlement qui a retoqué hier, première fois dans l'histoire de la 5e, une nomination proposée par Emmanuel Macron. Donc il est à la fois puissant parce qu'il est chef de l'État, mais il est extrêmement fragile parce qu'il n'est plus candidat à rien. Un colosse au pied d'argile. Absolument, très bien. Louise Jussian, c'est un colosse au pied d'argile, Emmanuel Macron, quand on voit la situation et les résultats du sondage IFOP pour Sud Radio. Oui, un argile très, très peu solide, même je dirais. Oui, on le voit dans nos différents sondages, et dans ce sondage-là en particulier, on a demandé aux Français si telle ou telle personnalité, j'ai évoqué tout à l'heure la question, était sortie renforcée de la réforme des retraites. Et bien, sans surprise, Emmanuel Macron apparaît renforcé par cette séquence seulement pour 10% des Français. Et c'est de très loin la dernière personnalité. Donc il doit y avoir Alexis Collère dedans, Priscilla Thévenot, Yael Braun-Pivet. Donc en effet, il en sort grandement affaibli, on le voit de manière générale sur sa popularité également, et on le voit aussi quand on étudie ses traits d'image. Il apparaît très éloigné des préoccupations des Français, il est perçu comme distant, comme seul aussi. C'est comme s'il exerçait le pouvoir seul, et les Français le conscientisent. Merci beaucoup en tout cas, Louise Jussian d'avoir été avec nous, chargée d'études seniors à l'IFOP. Vous restez avec nous, encore des réactions 0826 300 300, ça n'est pas fini. On vous attend au standard et on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite les amis. Mais pas que, le plus important, c'est Philippe Bilger, c'est Françoise Degois, c'est Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300. Mais c'est la vérité. Merci. Je vous signale, je tiens à vous rappeler que les vraies voix, c'est le nom de l'émission, et les vraies voix, c'est vous. Oui. C'est pas nous. Nous, on est les quoi? On est les vraies voix et les faux culs. Nous, on est les vraies voix. Ici, c'est le camp du bien, et là, c'est le camp de. C'est le camp de redressement. C'est le camp de redressement. Non, ça, le camp de redressement, c'est moi. Oui. C'est pas lui.
oui. C'est la mère tape Dieu. Non, mais c'est vrai qu'elle nous fait peur. J'adore cette phrase. La mère tape Dieu. Elle nous fait peur. Non, mais elle nous fait peur un peu, Philippe. Non, moi non plus. Bienveillante à mon égard. Non, mais même quand elle se met en colère, elle n'arrive pas à nous faire pas peur. Françoise, vous aimez les Hautes-Pyrénées? Bien sûr. Parce qu'on prend la direction des Hautes-Pyrénées. Eh bien, Michel est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir, cher Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir. les vraies voix. Vous êtes à Lannemezan. La ville natale d'Antoine Dupont, d'ailleurs. Absolument, bien sûr. Ah oui. Oui, La Vendée du milieu. Oh, c'est beau. Et Michel, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, rien. Eh ben, vous avez bien raison. Exactement. Ça, c'est un bon choix. Non, mais Et comme profession. Bah oui, mais il fait rien. Non, mais il fait rien. Il a bien une profession. Michel. Non, je suis à la retraite. Mais vous faisiez quoi? On a eu peur. Moi, je faisais l'entretien des bâtiments. Très bien, très bien. Mais on vous remercie parce que c'est important. Michel, vous vouliez réagir sur quoi? Sur rien. Moi, je voulais réagir juste sur le Conseil constitutionnel. Ah oui. Je vous posais la question de savoir s'il était indépendant. Si vous voulez, on a une confiance limitée. Alors, je ne doute pas que ce sont des juristes chevronnés. Ce qui me gêne un peu, c'est leur nomination, parce qu'il y a un tiers qui est nommé chaque année par le président de la République, et les autres tiers, soit par le président du Sénat, soit par le président de l'Assemblée nationale. Absolument. Qui ne sont pas non plus les gens les plus démocratiques du pays. C'est-à-dire, ils sont très loin de la vie. Alors, ils sont élus démocratiquement, par contre. On ne peut pas leur reprocher. Même si au Sénat, c'est un suffrage universel indirect, ils sont tous élus démocratiquement. C'est vrai que ça peut poser problème. Est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir, par exemple, Philippe Bilger, les hommes politiques de ce Conseil constitutionnel, pour mettre des millions en disant, juristes. voilà, pas de politique? Moi, je serais réservé, même si tout à l'heure, je n'étais pas totalement hostile à ce que proposait Marine Le Pen. J'ai trop d'expérience des prétendues indépendances. Imaginons que demain, on mette, comme vous le dites très bien, Cécile, des juristes, soi-disant impartiaux. Je suis persuadé que dans n'importe quelle structure, on parvient à glisser le poison de la dépendance. Et donc, gardons ce qu'on a là. Mais la Cour suprême des États-Unis, qui a voulu se garantir et se prémunir de cette influence politique, ne fait que de la politique. Et en plus, ils sont nommés à vie. En plus, les juges de la Cour suprême sont menés à vie. Ils n'ont aucune expérience politique officiellement, mais ils ne font que de la politique. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Philippe. Je pense que c'est pas gênant que ce soit des personnalités politiques parce qu'elles ont ceci en commun aussi. Mais c'est juste le signal peut-être que ça envoie pour les gens de dire allez, encore des politiques. Alors, ils sont sortis de là, on les met ailleurs. D'accord, mais je pense qu'Alain Juppé a été maire de Bordeaux et c'est ce que Sébastien... Vous savez, il y a toujours un étage qui manquait. François Mitterrand avait dit à Lionel Jospin, il vous manquera toujours d'avoir été maire. Un ancrage territorial. Et vraiment, ou conseiller général. Et c'est véritablement ça. Donc vous entendez le cœur battant du pays, vraiment. Et moi, en ce sens, je leur fais assez confiance. C'est vrai que Jacqueline Gouraud, par exemple, c'était quand même la ministre des Territoires. Donc elle était bien, vraiment. bien sûr, comme tous les gens du modèle, de toute façon, sont quand même très entrés. Et vous avez effectivement aujourd'hui, et c'est l'une des problématiques, et ça a démarré en 2017, vous avez une classe politique, toute tendance politique confondue, qui est devenue depuis la fin du cumul des mandats complètement hors sol. Voilà. Et la réalité, c'est que si on revient, je dirais, à ce qui fait le sel de la France, c'est l'hyperproximité, c'est l'humilité, c'est ce que Emmanuel Macron appelle la responsabilité à portée de baffe. Voilà, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça, Michel, vous êtes d'accord avec ça? Il a dit Michel. Je suis pas trop d'accord avec Emmanuel Macron. Non, avec les vraies voix. Avec le maire. Vous venez de le citer, donc je plaisante. Vous venez de le citer, c'est pour ça. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense que ces gens-là sont quand même des gens très compétents dans leur niveau. Maintenant, je pense aussi qu'ils vont pas se mouiller. C'est-à-dire, ils vont trouver peut-être dans la Constitution quelque chose où ils vont ménager la chèvre et le chou. Voilà, donc ça... Peut-être. Vous avez peut-être raison. Merci en tout cas, Michel, parce qu'on a une mauvaise communication, ça passe mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Sébastien Ménard. Et merci à vous de nous faire confiance tous les jours avec Philippe David. C'est un vrai bonheur. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France. On va vous parler des zones à faible émission. On va vous faire un petit point sur les pénuries de carburant. Vous savez que ça continue de rager
de rager pas mal les automobilistes, de les faire rager. Et puis on va vous parler de cette marque, ça s'appelle Maxus. C'est une marque chinoise, encore une nouvelle qui débarque en France. On va vous parler de rétrofit. Vous savez, on prend un moteur thermique, on le change en électrique. Et puis cette ligne Lyon-Turin, aujourd'hui, des parlementaires français qui s'engagent pour qu'on la finisse très vite. Vous avez envie d'en parler, 0826 300 300, on est avec vous jusqu'à 20h.